Bien, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc je suis Otorino et je vais vous raconter l'histoire de l'amygdalectomie, histoire qui remonte à au moins 2000 ans. Non, c'est pas ça. Si. Voilà. Alors, d'emblée, il faut préciser que jusqu'au début du XXe siècle, ces opérations chirurgicales ont été partielles. Et que ce n'est seulement fin 19e, début 20e, que sont apparues, il y a une erreur, deux techniques totales fiables, la guillotine de Sluder et la technique de dissection, progressivement assistée par l'anesthésie. Toute cette histoire est tentée, et c'est une de ses particularités, par le risque de complications hémorragiques et plus tard anesthésiques. Et ces dernières entraînent par ailleurs une mortalité qui a été et qui reste trop importante pour un geste indiqué chez un patient souvent jeune et sans risque vital. Un bref rappel de l'anatomie de la région permet de comprendre l'évolution des techniques, leurs difficultés et leurs complications. Une définition qui émane du mémoire de l'Académie royale de chirurgie. Il y a dans l'arrière-bouche, de chaque côté, derrière le voile du palais, un corps glanduleux de structure particulière auquel on n'a pas trouvé de canal excréteur. L'on a donné à ces corps le nom d'amygdale. Ils sont fort sujets à un engorgement inflammatoire qui gêne principalement la déglutition. Une autre définition plus récente, Rouvière, c'est un volumineux amas de follicules clos en forme d'amande. La couche la plus externe se compose d'un tissu plus dense, résistant, qui forme la capsule ou coque. Cette notion de capsule, de coque, est très importante parce qu'elle fait qu'il existe un espace avasculaire décollable, véritable plan de clivage, qui permet d'écarter facilement l'amygdale des muscles et aponévroses pharyngés. La vascularisation très riche dépend de la carotide externe, avec des trajets très variables, notamment en cas de bifurcation haute, avec risque d'exposition de la laryngale et de la pharyngée ascendante. De plus, la proximité de la carotide interne qui présente parfois des sinuosités expose à des plaies, on verra ça par la suite. Concernant leur forme, les amygdales ont des formes pédiculées, véritables cerises qui seront faciles à enlever, des formes enchatonnées à base large selon les anciens, qui seront beaucoup plus difficiles techniquement, et des formes obstruantes. On définit ainsi les amygdalectomies intracapsulaires partielles qui auront un risque de repousse de tissu lymphoïde et les amygdalectomies extracapsulaires totales qui n'auront pas de risque de repousse de tissu lymphoïde. Quelles étaient les indications opératoires? Les indications opératoires des anciens, évidemment les infections aiguës répétées et chroniques, les abcès et phlegmons devant être incisés. Une citation d'Aesius d'Amide: si le patient est adulte, faites-le asseoir et ouvrir la bouche, déprimez la langue avec une spatomèle et ouvrez l'abcès avec une sonde ou un bistouri pointu. Sur les photos, on voit des speculum oris et des glossocatoches. Ces appareils, il faut les imaginer dans la bouche de patients non endormis, ça ne devait pas être très très confortable. Dans les indications opératoires, il y a bien sûr les obstructions, plus ou moins importantes, agissant sur la déglutition et la respiration. Devant ces pathologies se posait toujours le dilemme, agir ou ne pas agir. Et précisons-le, à la lumière du jour, sans anesthésie, avec vélocité obligatoirement, comme toute chirurgie sans anesthésie à cette époque. Passons rapidement sur les indications de nos jours, qui sont les mêmes mais qui sont codifiées. 3 épisodes aigus par an pendant 3 ans, 5 épisodes aigus par an pendant 2 ans, amygdalite chronique avérée, hypertrophie obstructive avec ou sans syndrome d'apnée obstructive du sommeil, focale infection, suspicion de cancer pour anapathe, halitose en rapport. Avec quelques citations d'auteurs sélectionnés, passons en revue l'amygdalectomie des origines à nos jours. Une citation de Celsus en 30 années après Jésus-Christ. Cette amygdalectomie doit être faite avec douceur, en ratissant alentour avec le doigt et spécialement avec l'ongle. Si l'on ne réussit pas ainsi, on le saisira ou la saisira au moyen d'une érine pour la retrancher avec le bistouri.
Un peu plus tard, à Aesius d'Amide, l'amygdalectomie doit être réalisée avec la plus grande prudence à cause de la gravité de l'hémorragie et de ne se borner qu'à la rescission de la moitié de l'excroissance selon nature. Donc il signale là déjà, il précise là bien que l'amygdalectomie sera bien partielle. Une autre citation de Paul Dégine, encore un peu plus tard: on fait asseoir le malade à la clarté du soleil, un aide lui assujettit la tête, un autre lui contient la langue avec un instrument convenable, puis l'opérateur accroche la glande avec une érine et l'attire sans forcer les membranes circonvoisines pour en faire l'extirpation avec un bistouri fabriqué exprès. À Vulcassis, on n'opérera pas si la racine est grande. Donc il attire l'attention sur la difficulté des amygdales enchatonnés cachés dans le voile du palais. En photo, quelques instruments, des crochets, des lancettes, des pinces. J'avance. Brunus, 1252, précise qu'il faut cautériser au fer rouge pour que les amygdales ne recroîtront pas. Donc, voilà l'indication du côté. Roland de Parme invente le cerneux. Ambroise Paré parle de bronchotomie dans les obstructions avec trismus. En fait, bronchotomie, c'est la trachéotomie dans les obstructions, probablement des phlegmons avec trismus. Fabricio d'Acquapendente préfère appliquer un escharotique, un caustique, donc, qui va ronger leur substance par degré. Benjamin Bell utilise un uvulotome. Alors l'uvulotome, c'était un instrument qui servait à couper l'aluette. Ça a été à la mode pendant quelques périodes. Pierre-Joseph Dezeau invente le kyotome. Alors le kyotome, je crois qu'il est là. Je crois qu'il est là, le kyotome. Le kyotome, c'est une lame cachée dans une gaine qui présente une incisure dans laquelle on place l'amygdale et cela permet de la réséquer à sa base. Philippe Singh, physique, invente un amygdalotome. Je pense que c'est celui qui est à gauche. Fin 19e, l'éclairage s'améliore sous l'impulsion des ophtalmologistes. Vous avez la photo à gauche d'une lampe à pétrole équipée d'un système optique qui permet de concentrer la lumière dans la gorge. Ruot invente sa pince à morcellement qui sera tristement célèbre, utilisée longtemps mais dangereuse, et elle permettait, au dire de son inventeur, de sculpter, de réséquer l'amygdale en la sculptant. Hélas, elle a été responsable de plaies de carotide interne. Notamment, il y a eu 2 épisodes d'hémorragie mortelle dans un court laps de temps. Voilà d'autres amygdalotomes qui apparaissent. Un assez simpliste ici. On voit apparaître des manches qui permettent d'utiliser un bras de levier. Et à droite, voilà un amygdalotome bilatéral dont je me suis bien demandé comment on pouvait l'utiliser. Alors, important, 1909-1910, Schlöder et Ballanger mettent au point l'instrument qui tracassa leurs prédécesseurs pendant 2000 ans, dit la guillotine, dans le chat de laquelle l'amygdale est engagée au doigt et rapidement énucléée, arrachée, diront certains, en insistant sur le fait que la lame ne doit pas couper. La lame écrase les pédicules et donc réalise une hémostase. Alors, l'amygdalotome de Schlöder, le voilà, avec ses 3 lames et une grosse bouche, le voilà monté sur son manche. Le professeur Le Barrière, un des créateurs de l'ORL infantile, en 1956, écrivait « Cette méthode, rapide et sûre, éloignant les instruments des zones cervicales dangereuses, assurant la compression et l'élongation des pédicules vasculaires et non leur section, a éliminé le redoutable risque d'hémorragie amygdalienne. » Alors, assertion un petit peu trop péremptoire, car hélas, on le verra, le risque est amoindri, mais n'est certainement pas éliminé. Donc, Schlöder, méthode fiable d'amygdalectomie totale extracapsulaire par énucléation, d'apprentissage difficile. Il faut en effet acquérir la main en étant ambidextre. La main droite opère l'amygdale droite, la main gauche opère l'amygdale gauche. À main nue le plus souvent d'ailleurs. Ensuite, Ernest Boyle en 1902 décrit bien les ligatures des points de saillement dans les loges, calbut, lin, soie. Robertson 1903 décrit très bien la technique de dissection extracapsulaire au ciseau à pointe mousse. L'amygdale est clivée du plan musculaire, un cerneux comprimant puis sectionnant le pédicule.
La technique est toujours utilisée, elle sera un peu modifiée avec des peignes, des curettes, etc. Cushing et Bowie, 1930, mettent au point le bistouri électrique tel qu'on le connaît actuellement. Puis l'anesthésie locale se développe en position assise, puis semi-assise, puis avec neurologue d'analgésie. Cocaïne, dérivés, etc. Je ne m'étonne pas. Dans les années 70, l'anesthésie générale avec intubation s'impose. Quelques chiffres. De 1911 à 1917, au Johns Hopkins Hospital de Baltimore, sur 1000 amygdalectomies, pratiquées sous anesthésie générale légère à l'éther en décubitus latéral, par la technique de dissection avec hémostase, 38 hémorragies, 15 complications infectieuses. Alors, la technique de Sluder, réservée à l'enfant sans anesthésie, puis avec, au masque et sans protection des voies aériennes. On va essayer de montrer la vidéo. Elle est facile, cette amygdalectomie, ça permet d'expliquer que certains ont pu la faire sans anesthésie du tout, mais bon, on va essayer de la voir après. Bon, alors les complications hémorragiques peuvent être précoces, secondaires, tardives, par chute d'escarre, j'insiste pas. Les anciens ont bien sûr bénéficié d'arrêt spontané. Celsus de son côté rincé au vinaigre. Abulcassis, lui, en cas d'hémorragie, dépêche tes mains et ton doigt sur l'artère qui saigne, puis met dans le feu divers cautères oliviformes, puis applique-les jusqu'à l'arrêt du sang. Donc lui, il utilise les cautères et le doigt. La saignée, bien qui a régné sans partage sur la thérapeutique pendant des siècles, elle a été utilisée même préventivement, une bonne saignée avant de se faire opérer, et puis curativement, le malade en collapsus ne saigne plus. Le feu porté au rouge, Dominique Larrey, longtemps souvent signalé, les compressions par tamponnement et instrumentales, et on a inventé un certain nombre d'instruments pour qu'il était laissé dans la bouche en compression pendant des heures. En 1890, Pinchon utilise le galvanocauteur. Quant aux plaies de la carotide interne, peu décrites, dramatiques, elles ont été surtout l'apanage de la pince de Ruot, cette pince à morcellement, là, lorsqu'elle était mal maniée. De nos jours, quand même, de nos jours, les complications hémorragiques, 2 à 20% des amygdalectomies, plus souvent avec la technique de dissection, plus souvent chez l'adulte que chez l'enfant, et plus souvent avec l'anesthésie. Si bien qu'encore de nos jours, 2 à 6% des reprises chirurgicales sont faites sous anesthésie générale après réanimation si nécessaire, donc électrocoagulation, ligature dans les loges ou les piliers, ligature de carotide externe, voire embolisation. L'anesthésie, quant à elle, n'est apparue pour l'amygdalectomie qu'au début, n'est vraiment apparue pour l'amygdalectomie qu'au début du XXe siècle. En 1990, Pinchon décrit chez un adulte une dissection à vif, sans complexe. 1906, Fernand Lemaitre préconise le chlorure d'éthyle qui sera utilisé jusque dans les années 50 au masque. 1958 apparaît le binétaire, toujours au masque. 1970, halogéné volatile au masque, toujours sans protection des voies aériennes, sans voie veineuse. Puis progressivement anesthésie par voie veineuse avec intubation trachéale. En photo, c'est des variantes de masque d'André-Dan et de Camus. Comment expliquer les anesthésies au masque trop légères, véritables simulacres parfois quasi vivisection? Eh bien, les anesthésistes connaissant bien les dangers des troubles du rythme cardiaque, syncope blanche, dépression du système nerveux central, nombre d'ORL devenus très adroits au Sluder, considéraient qu'il était moins dangereux d'opérer à vif et qu'en plus cela saignait moins. Et il était conseillé, vous disiez ça tout à l'heure, d'opérer la deuxième amylase quand le petit patient se réveillait et poussait le cri rassurant de fin d'intervention, attestant de la bonne protection des voies aériennes. Ainsi, l'adénoïdectomie qui suivait se faisait très souvent à vif. L'amygdalectomie, donc au XXe siècle, de 1900 à 1960, la technique de Sluder a été beaucoup utilisée chez l'enfant ou la technique de morcillement, sans anesthésie ou si peu, à domicile, rarement à l'hôpital et en clinique, souvent dans des structures simplistes, dispensaires, pouponnières, écoles, souvent à la chaîne, sans préparation psychologique ni biologique le plus souvent, et en reconnaissance complète du caractère douloureux.
Quelques témoignages retrouvés dans la littérature, bien sûr, je ne peux pas les lire vraiment, mais Michel Léris, opéré en 1906 à l'âge de 6 ans, parle d'agression, de guet-apens, de cris de bête qu'on évente qu'il poussa. Cavana, dans l'Hérital, opéré en 1930 à l'âge de 7 ans, parle de ce petit enfant sans défense tenu par 3 costauds en blanc. Michel Tournier, opéré en 1929 à l'âge de 4 ans, qui se vit littéralement noyé dans son propre sang. Didier Cohen-Salmon, votre confrère anesthésiste, dans son ouvrage remarqué En travers de la gorge 94, un enfant de 9 ans raconte: le docteur s'asseyant en face de moi me fit ouvrir la bouche en plaçant un ciseau écarteur et il commença à tailler dans ma gorge. Toujours rapporté par Didier Cohen-Salmon, 1951, dans une pouponnière de la sécurité sociale, un soignant raconte l'opération d'un enfant de 3 ans. On tient la tête et les jambes, l'ouvre-bouche et en quelques secondes, c'est fait. Je vais reporter à la vidéo, j'espère. De 1930 à 1950, aux États-Unis, opération à grande échelle dans les écoles, sans l'avis des parents, scène totalement surréaliste, sont d'ailleurs rapportées aussi par Didier Cohen-Salmon. C'est absolument incroyable. Et tous les enfants étaient opérés à la file dans la cour de l'école. Ça s'est dit à tous les côtés. Et on rendait ça les parents étant pas. Néanmoins, en 1960, à l'hôpital Trousseau, Paris, les amygdalectomies étaient pratiquées dans une salle de soins, loin des vrais blocs opératoires. Une infirmière témoigne. On les faisait sans anesthésie, sauf les grands à partir de 12 ans, car à cet âge-là, on ne pouvait pas les tenir. Cela allait vite, très vite. On pouvait en faire une vingtaine en 1h30. Il y avait rarement des accidents. 1963, je n'ai pas passé. 1963, sous chlorure d'éthyle pluvinétaire. 1987, l'équipe d'anesthésie fait bénéficier tous les enfants d'anesthésie générale dans un vrai bloc opératoire. La technique de Sluder tombe en désuétude, n'est plus enseignée, ce que constatera la HAS en 2006, je crois, et la technique de dissection sous anesthésie générale intubée s'impose. En 1997, décision à Trousseau d'intuber tous les enfants. On ne peut pas parler de cette chirurgie si particulière sans parler de la souffrance des opérés et des soignants qui a été quasiment méconnue jusque dans les années 60-70. Une thèse en 1834, la douleur est utile et elle doit être traitée que si elle influe sur la vie du patient. 1835, Alfred Velpeau, le chirurgien, affirme « La chirurgie sans douleur est inconcevable ». En plus, considérer de façon initiatique avec le poncif récurrent, se faire opérer, cela fait mal, c'est normal, il faut avoir cette expérience. Soutenu par la position de l'Église chrétienne, le malade participe à la souffrance du Christ, ce qui lui permet de supporter sa douleur. Longtemps, les médecins eux-mêmes ont considéré que la douleur n'existait pas chez le petit enfant, le système nerveux n'étant pas mature. Cette souffrance, souvent aussi vécue par l'enfant comme une trahison. C'est rien du tout, tu vas voir, tais-toi, tu ne sens rien, montre que tu es grand, que tu n'es pas un bébé. Cette phrase a certainement trop souvent été et maladroitement prononcée. Il faut néanmoins relativiser car nombre d'enfants ont bien toléré cet acte rapide, bien exécuté, sans suite et ont bénéficié d'une amnésie post-critique. Il faut parler aussi de la souffrance des infirmières, mal formées au rythme anesthésique. En 1974, il y a même eu à Trousseau et même les années précédentes des grèves pour demander un anesthésiste, pour obtenir un anesthésiste. Il faut parler aussi de la souffrance anxiogène de l'ORL et du binôme avec l'anesthésiste, hésitant toujours entre une anesthésie trop légère ou trop profonde. Souffrance des internes en formation qui, avec la raréfaction progressive du nombre d'interventions, n'arrivaient plus à acquérir la main et à se plier aux contraintes de vélocité. Souffrance du personnel d'accompagnement qui ne comprenait pas l'ambiguïté qu'il y avait entre cette chirurgie à la va-vite et la chirurgie noble qui se passait dans les blocs opératoires. Souffrance aussi des accidents relatés, hélas, il y en a eu. Quelques chiffres, en 76 rapports du congrès d'ORL, 50 accidents mortels en 24 ans, 64% par anesthésie, 13% par hémorragie. 2000 à 2007, une enquête de l'INSERM, 14 décès chez les moins de 25 ans. Globalement, encore de nos jours en France, 1 à 2 décès par an. Malgré tout ça, il y a eu une période inflationniste opératoire.
En 1884, un auteur américain affirmait « Les amygdales ne constituent pas une entité anatomique normale et doivent toutes être extirpées ». Un peu plus tard, 1926, J. Dalland dresse une liste de 70 affections qui, selon lui, sont dues à une infection chronique des amygdales. Aujourd'hui, on dirait que c'est incroyable, c'est complètement n'importe quoi. Dans les années 50, ainsi, dans les années 50 aux États-Unis, 30 à 50% d'une génération sont opérées. Bien sûr, est intervenue aussi la fréquence et la gravité de la pathologie infectieuse à raison antibiotique, la fréquence de rhumatisme articulaire aigu, et techniquement, les otorhinos s'étaient rendus compte qu'en opérant rapidement à la deuxième ou troisième angine, l'acte était facile car le plan de clivage n'était pas altéré par les adhérences inflammatoires. On peut donc... Non, je crois qu'il y a eu... On peut donc dire que la technique de Sluder, bien maîtrisée, s'est mise au service du nombre. De plus, les médecins généralistes ont été longtemps, certains médecins généralistes, pas mal, ont longtemps été convaincus du dogme de la nyctalectomie facile, voire préventive. Peut-être est intervenue la rentabilité médicale en libéral, peut-être est intervenue la fraternité médicale, des cas de dichotomie portés à la connaissance de l'ordre des médecins. À l'époque, faible médiatisation des accidents, chirurgie qui se pratiquait dans une structure simpliste sans aucune norme et à coût réduit. Dans les années 1980-1990, la déflation s'est installée, la courbe s'est inversée. Et cela est dû à l'apparition d'antibiotiques efficaces, le consentement éclairé en 1994 qui a entraîné la rédaction de notices d'information exhaustives confiées aux parents. Cela a entraîné la réticence de parents, de patients surinformés, qui a entraîné elle-même le nomadisme médical. Citons aussi la campagne des médecins pédiatres qui ont argué du rôle immunitaire du tissu lymphoïde amygdalien et qui ont mis le doigt quand même sur le problème de la douleur. La loi Kouchner 2002, le malade devient acteur de sa décision. Et enfin, la faible cotation de la sécurité sociale pour cette taxe, 89,64 €, je pense que c'est toujours la même chose. Il est certain qu'au moins chez certains, ça a dû entraîner quelques velléités opératoires. En conséquence, aujourd'hui, nombre d'enfants qui devraient pouvoir bénéficier de cette intervention ne sont pas opérés dans ce contexte-là. Il se développe des méthodes alternatives. Quelques chiffres, en 90, 80 000 personnes opérées en France, en 2017, 35 000 seulement. Les méthodes alternatives se développent depuis 3 décennies dans le but de limiter les douleurs, les hémorragies et le risque vital. Elles sont quasi exclusivement intracapsulaires, donc partielles, laissant un reliquat lymphoïde ne mettant pas à nul plan musculaire et sont réalisées sous anesthésie générale. Donc radiofréquence, coblation d'une variation variante de radiofréquence, ultracision, ultrason, microdévideur, etc. Par contre, la dissection extracapsulaire sous anesthésie générale intubation reste la référence pour les amygdalectomies après phlegmon et infection chronique avérée. Ces méthodes alternatives ne sont pas cotées par la sécurité sociale, elles utilisent un matériel coûteux. Seule la dissection est cotée. Les repousses lymphoïdes après donc, chirurgie partielle sont quand même évaluées à 4 à 8%. On peut évoquer là un retour de l'histoire sur elle-même. Et ces repousses poseront le problème de réintervention qui ne seront pas facilement acceptées par les parents. On a eu ce problème avec les adénoïdes qui repoussaient toujours un petit peu. Quand elles repoussaient beaucoup, ça ne plaisait pas du tout aux parents de leur dire voilà, il faut réopérer votre enfant. Enfin, le risque vital n'est pas éliminé et il reste supérieur au risque de décès chirurgical, toutes causes confondues, chez le patient bien portant. Rappelons-le, il y a encore 1 à 2 décès par an en France avec la nyctalectomie. Merci de votre attention. On va essayer de passer la vidéo.